Salut tout le monde, vous avez été plusieurs à me réclamer une vidéo réaction au premier trailer de Jurassic World Le Monde d'après. Alors je souhaitais sortir la vidéo beaucoup plus tôt, mais suite à certaines obligations de mon côté, le travail, tout ça, ça sort que maintenant. Je préviens que ce sera en format très léger, alors ça signifie pas que la vidéo sera courte, vous voyez le timecode de la vidéo ici. Il y a des choses à dire, désolé, et encore je vais au plus bref. Non, ce sera une vidéo au format léger, dans le sens où il y aura très peu de montage, et j'ai même le script sous les yeux parce que flemme d'apprendre. Voilà, puis il y a 10 pages de script quand même. Bon, si je voulais faire une vidéo plus travaillée avec un texte un peu plus appris, la vidéo sortirait pas avant 2-3 mois. Aujourd'hui, focusons-nous sur les trailers de Jurassic World 3, Le Monde d'après. On commence le premier trailer avec un troupeau de Parasaurolophus courant dans un paysage montagneux et enneigé, poursuivi par 3 humains à cheval. On est un peu en mode western, pouvant faire référence au film La Vallée du Gangee, ou au dernier roman paru à titre posthume de Michael Crichton, Dents de dinosaures. Mais ce roman, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Vous noterez que ça fait 2-3 vidéos où je dis que j'ai des vidéos en préparation, et ça vous laisse une idée du programme de la chaîne pour les mois à venir. Pendant cette scène d'ouverture, on entendait la voix de John Hammond disant « Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion, quelque chose de réel. » Ce qui était amusant car le mot illusion est prononcé sur un passage en CGI, qui est de la pure illusion au cinéma, et le mot réel est prononcé sur un passage avec un animatronique. Ah voilà, c'est juste amusant. Plan suivant sur un sauropode faisant un cri qui est mis en abîme avec une sonnerie d'alarme, soulignant la catastrophe écologique que Maisie, entre autres, a provoquée en libérant les dinosaures. Ce sauropode, on le voit clairement, il n'est pas à sa place. D'ailleurs, un sauropode sous la neige me semble un petit peu ambigu, étant à sang chaud, mais sans revêtement comme des plumes, des poils ou autres vêtements ou quoi que ce soit d'autre, la chaleur va s'évacuer très vite de cet animal, il risque l'hypothermie à n'importe quel moment, voire même une grave maladie respiratoire. Et c'est d'ailleurs une étrange coïncidence, car le premier trailer est sorti le même jour qu'une publication mettant en avant une maladie pulmonaire chez un sauropode. Pour plus d'informations, vous avez la source en description, Woodruff et ses collègues 2022, et un tweet que FL Reptile a fait sur ce sujet. Plan suivant sur Blue dans une forêt enneigée encore une fois, montrant un bébé raptor aux mêmes couleurs. On comprend très vite que c'est sa fille, qui a été nommée Beta d'ailleurs. La voix de Hammond ajoute « La création est un acte de pure volonté. La vie trouve toujours un chemin. » Ce qui est mis en abîme avec l'acte de Blue. Elle n'a pas pu se reproduire avec un autre raptor parce qu'elle est la dernière de son espèce. Elle s'est donc reproduite par parthénogenèse, qui est un acte de volonté de la part de l'animal. Un chemin non soupçonné par Henry Wu lui-même. Alors on notera au passage qu'Henry Wu a encore échoué sur sa tentative désespérée pour empêcher que les dinosaures ne se reproduisent. Le comble pour un généticien d'avoir échoué 2 fois sur le même sujet. La parthénogenèse, alors c'est une belle pirouette scénaristique que je trouve un petit peu facile. Certains reptiles actuels peuvent le faire, mais ça reste des cas très exceptionnels. La parthénogenèse, c'est quelque chose qui est vraiment très occasionnel dans le monde animal. Mais bon, je pense que c'est pour humaniser encore plus Blue, on en fait une bonne mère, donc forcément un gentil dinosaure. Mais ça, c'est un problème que j'ai depuis Jurassic World premier du nom, ils ont trop humanisé les vélociraptors. Les vélociraptors ont été montrés comme des carnivores assoiffés de sang et sans pitié dès Jurassic Park. Ils ont été montrés comme les véritables méchants de la saga. Donc les humaniser autant, ça me pose une gêne. Je suis totalement déphasé avec cette idée. Plan suivant sur un mosasaure tentant de manger le contenu d'une cage, un apatreuillé depuis un bateau. Et on entend la voix de Claire disant « Les humains et les dinosaures ne peuvent pas coexister. » Et c'est assez perturbant d'entendre la voix de Claire parler de dinosaures en voyant le mosasaure. Le public fera sans doute l'amalgame en disant que le mosasaure est un dinosaure. Or, ce n'en est pas un. Le mosasaure fait partie des squamates, des reptiles non dinosauriens. Les squamates comprennent entre autres aujourd'hui les lézards, les caméléons, les geckos, les serpents et les varans. En fait, un mosasaure est beaucoup plus proche d'un varan et d'un serpent que des dinosaures. Mais si vous voulez plus d'informations sur le mosasaure de Jurassic World, mon ami FL Reptile a fait une vidéo très complète sur le sujet. Le lien est évidemment en description. C'est aussi dommage d'entendre la voix dire que les dinosaures et les humains ne peuvent pas coexister alors que nous coexistons tous ensemble depuis nos débuts. Puisque les oiseaux sont des dinosaures, et on vit très bien avec eux. Oh, ok, ça va, je comprends ce qu'ils ont voulu dire à ce moment-là, mais c'est avec les dinosaures aviens, donc les oiseaux, c'est faisable, alors qu'avec les dinosaures non aviens, c'est envisageable. Bon, pas avec tous, certes, sans doute, mais tous les rejeter en bloc, ce serait dommage pour eux. J'ai souvenir d'un magazine que j'avais quand j'étais gamin, Dinosaures sur les traces des géants de la préhistoire.
Et justement, les numéros 85 et 90, où ils montraient les utilités qu'auraient les dinosaures non aviens s'ils existaient toujours sur leur forme du passé. Ceci au travers de plusieurs illustrations réalisées par l'artiste James Jim Robbins, et je trouve ça vraiment trop chouette de l'imaginer. Puis bon, la paix entre les humains et les dinosaures, il suffit de voir ce que ça a donné du côté de Dinotopia aussi. Hein. Suite de la scène, le mosasaure fait couler le bateau. Quelle surprise! Claire ajoute: On a provoqué une catastrophe écologique. Et oui, c'est ça de recréer des animaux disparus naturellement, de les ramener à la vie dans un environnement qui n'est plus le leur et qui a évolué sans eux depuis des millions d'années. Repensez-y quand vous verrez le projet de ramener le mammouth laineux à la vie. Plan suivant sur un chantier de fouilles, sans doute aux États-Unis. Et dans ces scènes, on a justement plein de petits clins d'œil sympas, dont 2 clins d'œil à Jurassic Park où on voit le bandana rouge dans la main de Alan Grant et une photo de Ellie et Alan sur le terrain dans le premier film. Clin d'œil également à Jurassic Park 3 avec la chambre de résonance de Raptor, imprimée par Billy Brennan, chambre qui est inexistante dans la réalité, ça on l'oublie pas. Ce que tout le monde a sans doute pris pour un squelette de Compsognathus, qui aurait pu faire référence au monde perdu, est en réalité un squelette de Geolosaurus shanguanyensis, un dinosaure ornithopode omnivore du Crétacé inférieur de Chine, décrit par Chu et ses collègues en 2000. Squelette d'ailleurs que j'ai retrouvé exactement dans la même position sur le site plus ou moins controversé de Katawiki. Pourquoi ce squelette est ici sur un chantier de fouilles américain? Je sais pas. En photo, on voit également les pattes avant d'un holotype, celui de Tetisadros insularis, dinosaure ornithopode trouvé en Italie, datant d'environ 72 millions d'années, décrit par Dalla Vecchia en 2009. Et pourquoi il est là aussi? Je sais pas. On a également une dent de dinosaure que j'ai identifiée comme du Carcharodontosaure, provenant d'Afrique. On a même un squelette de Spinosaurus, ancien modèle, derrière Grant, dinosaure venant d'Afrique lui aussi. Pourquoi ils sont là ces deux-là? On n'en sait pas plus. Mais ces clins d'œil aux différentes espèces paléontologiques pourraient nous montrer que les dinosaures non aviens ramenés à la vie sont sur tous les continents, et que donc la catastrophe écologique citée plus tôt est d'ordre mondial. Plan suivant en forêt où Claire rampe sur le sol vers un point d'eau, un dinosaure avec des plumes, long cou et des grandes griffes, la regarde et semble la suivre. Ce dinosaure n'est autre qu'un Therizinosaure que Colin Trevorrow nous avait déjà teasé début décembre. Therizinosaurus cheloniformis de son nom complet, c'est un dinosaure théropode herbivore dont les restes ont été retrouvés en Chine et en Mongolie et datant du Maastrichtien, donc du Crétacé terminal. Il a été décrit pour la première fois par le paléontologue russe Malif en 1954. L'animal est estimé à 5 mètres de haut pour 9 mètres de long et il est surtout connu pour la taille de ses griffes atteignant 70 cm. Avait-il des plumes? On n'a pas de preuves directes sur l'animal en lui-même. En revanche, il y a d'autres animaux du groupe des Therizinosauriens, notamment le genre Beiposaurus, sur lesquels on a retrouvé des plumes. Quant à la présence du bec, d'autres crânes complets d'autres Therizinosauriens, comme Erlikosaurus ou Jiangshangosaurus, la ramphothèque où le bec est plus étendu sur le prémaxillaire, voire même sur le maxillaire. Apparemment, le bec a quand même une grande fonction chez ce groupe a priori. Donc, dans le film, il semble un petit peu petit. Mais bon, ça fait plaisir de le voir à l'écran quand même. Le Therizinosaurus, c'est pas un dinosaure qu'on voit souvent. On aperçoit un nouveau personnage côté héros, une femme interprétée par DeWanda Wise, nommée Kayla Watts sur quelques sites. Alors, je ne sais pas pour vous ce que vous en penserez, mais Kayla, ça ressemble beaucoup à Kelly. Kelly Curtis. Qu'on appelle aussi Kelly Malcolm, la fille de Ian Malcolm qu'on voit dans Le Monde Perdu. Qui d'ailleurs aurait 37 ans dans l'histoire normalement, ce qui correspond à l'âge de l'actrice. Alors, franchement, si c'est ça, c'est balèze. Mais j'en doute complètement. Sur les plans suivants, on voit Claire et Owen courir, fuyant des dinosaures théropodes semblables à un Vélociraptor version Jurassic Park. Il s'agit d'Atrociraptor qu'on nous avait déjà teasé via le magazine Empire en décembre. Atrociraptor marshalli de son nom complet a été décrit en 2004 par Curie et Bariccio à partir d'un seul spécimen qui correspond à l'avant d'un crâne, trouvé en Alberta au Canada, datant de la fin du Crétacé du Maastrichtien. Est-ce que la version Jurassic Park est fidèle à l'original? La réponse est non. L'Atrociraptor a une taille estimée à 2 mètres de long, ce qui en fait littéralement un bambin, à peine plus grand que le véritable Velociraptor mongoliensis. Pourquoi les avoir fait plus grands alors? Pour qu'ils soient plus terrifiants. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas prendre tout simplement d'autres Vélociraptors, quant à avoir déjà un raptor à taille exagérée? Parce que les Vélociraptors ont été canonisés par la saga Jurassic World, et puisqu'ils sont vus comme des gentils pour le public maintenant, il est impossible d'en refaire des méchants. Ils ne pouvaient pas prendre Deinonychus non plus, parce que le véritable Vélociraptor de Jurassic Park World est en réalité Deinonychus antiropus. Par contre, il y avait peut-être moyen de prendre Dakotaraptor ou Utahraptor, qui sont tous deux suffisamment grands justement pour les besoins du film,
Mais bon, Atrociraptor, le voleur atroce, ça inspire la crainte, c'est plus dramatique comme nom que voleur du Dakota, voleur de l'Utah, hein. Puis bon, comme ils ont déjà fait des Vélociraptors et des Deinonychus plus grands que les originaux, bah autant continuer dans la même lancée pour les Atrociraptors. Je pense qu'on n'est plus à ça près. On notera également l'absence de plumes chez Atrociraptor. Alors même si on n'a pas de preuves directes encore une fois sur les fossiles de ce genre, je vous rappelle qu'on n'a que l'avant d'un crâne, donc forcément retrouver des plumes c'est compliqué. Mais les genres proches comme Vélociraptor en ont, donc il est plus que probable qu'Atrociraptor ait eu des plumes lui aussi. Mais comme les Vélociraptors de la saga ont déjà pas de plumes, autant ne pas mettre de plumes pour Atrociraptor non plus. Dans le premier trailer, on aperçoit un complexe énorme, sans trop savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un refuge, d'un centre InGen, ou encore un centre concurrent comme Biosyn? Ah, ce qui serait plus probable, puisque le retour du personnage de Lewis Dodson est annoncé. Et à la sortie du premier trailer, le doute était présent. Mais Lego nous a spoilé ensuite. Puis c'est confirmé avec la deuxième bande-annonce aussi, alors bon, on sait maintenant que c'est Biosyn qui va être au centre de l'histoire. Pattes de raptor sur la glace qui craquelle. Plume rouge au niveau des bras. Non, j'en parlerai pour le deuxième trailer. On voit Ellie enlever ses lunettes de soleil à la manière de Alan Grant dans Jurassic Park. Et d'ailleurs, elle est habillée de la même façon que dans le premier film, c'est assez rigolo. À côté d'elle, on voit Zia Rodriguez, la paléo-vétérinaire de Jurassic World Fallen Kingdom. Puis on voit deux enfants effrayés qui s'éloignent d'un poulailler tandis qu'une nuée de gros insectes grossit derrière eux. Alors c'est peut-être les insectes comme ceux qu'on a aperçus dans le prologue. Là j'en sais rien, c'est tellement petit que je sais pas. Donc le doute est présent. Dans les deux trailers, on voit Owen démarrer une moto sur un port devant un bateau sur quai baptisé Talos. Mis à part le fait que Talos est un dieu nordique dans The Elder Scrolls V, le nom peut faire référence à de nombreuses choses, dont 3 que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. Le géant de bronze gardien de la crête s'appelle Talos, montrant le climat méditerranéen de la Seine, et il est plus que probable que le bateau soit nommé ainsi, en hommage à ses statues, à cause du casque du logo à côté du nom. Un astéroïde découvert en 1991 par un astronome scoto-australien Robert McNaught a été nommé 5786 Talos. Astéroïde, dinosaure, c'est une longue histoire. Mais c'est aussi un genre de dinosaure théropode carnivore, de l'espèce Talos sampsoni, du groupe des Troodontidés, découvert dans la formation de Keporowitz dans l'Utah, datant du Campanian et décrit par Zano et ses collègues en 2011, espèce estimée à 2 mètres de long. Voilà, je trouve ça hyper intéressant de voir que le nom d'un bateau dans une scène random peut faire référence à un dinosaure. C'est subtil, mais amusant. Mais peut-être que c'est pour nous introduire des troodons, à l'image de Jurassic Park The Game. Alors ce serait cool, mais ça ferait beaucoup de nouveaux animaux. Donc j'en doute. Transition sur un tableau de bord d'avion avec le signal warning clignotant. Et on voit un Quetzalcoatlus se poser sur l'avion et l'attaquer à grands coups de pattes et de bec. Quetzalcoatlus qui est beaucoup trop grand, d'ailleurs une image a beaucoup circulé sur internet comparant les tailles réelles et celles du trailer. Et puis le fait qu'il se pose sur l'avion, je suis moyen chaud. Qu'il soit territorial et qu'il attaque l'avion, bon ok pourquoi pas, mais se poser dessus, il ferait pas ça avec des congénères, hein. Ensuite, on sait pas ce qui advient de l'avion, mais Claire se retrouve sur son siège en parachute et se fait attaquer par des ptéranodons. Plan suivant, Claire hurle de peur devant mon chouchou, le Dilophosaurus. Bon, on voit clairement que c'est l'animatronique avec ses mouvements saccadés, mais purée que ça fait du bien de le revoir. Bon, il mérite un focus à lui tout seul, tellement il y a de choses à dire sur l'animal, tant sur le côté scientifique, cinématographique et scénaristique. J'ai ouï dire que c'était peut-être le sujet du focus numéro 5. Et malgré toutes ces erreurs scientifiques, je l'aime beaucoup et c'est certainement mon dinosaure préféré de la saga. Bon, par contre, j'espère que c'est pas un troll ou un fake du genre trophée de chasse pour faire peur aux gens, etc. Parce qu'on utilise le Dilophosaure dans Jurassic World 1 avec l'hologramme, puis dans le 2, au tout début de Jurassic World Fallen Kingdom avec son cri. Alors, il y a intérêt que ce soit le vrai animal. Bon, ce qui laisse à Claire peu de chances de s'en sortir. Faut dire quand même qu'elle se fait quand même pas mal bully dans ce trailer d'ailleurs. Entre les Therizinosaures, l'Atrociraptor, le Pteranodon, le Dilophosaure. Mais bon, il y a intérêt que ce soit le vrai quand même. Plan suivant avec tous les personnages principaux, Kayla, Maisie, Owen, Claire, Ellie, Grant et Malcolm, regardant un grand animal approchant, pensant que c'est le T-Rex. Owen et Grant disent en même temps « On n'en bouge pas ». Ce qui rend le passage un petit peu comique. Sauf que la situation ne l'est pas. Plan suivant dévoilant un giganotosaure sortant de la forêt, avec des flammes un petit peu partout, comme s'il y avait eu une explosion ou un incendie. On voit d'ailleurs les braises tomber du ciel. Et en regardant justement image par image, les braises en question sont des gros insectes en flammes. Malcolm ajoute une note sarcastique. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Plan sur la patte du giganotosaure se posant sur le sol, on voit en arrière-plan la forêt en feu, fin du premier trailer. Bon, c'était complet et intense, mais j'ai fait au plus bref. Vraiment. Maintenant le deuxième trailer, et rassurez-vous, ça va être plus rapide.
On commence ce deuxième trailer avec Owen et Maisie entendant un cri de raptor. Owen réparait une moto qui a la même immatriculation que dans celle de Jurassic World lors de la chasse à l'Indominus avec les raptors. Alors c'est étonnant que cette moto soit là, genre Owen l'a embarqué en souvenir quand il a évacué l'île ou quoi? Comment ça se passe? Ça me paraît improbable. Bon, par contre, on voit qu'elle a été immatriculée en août 2022. Comme pour nous dire que la catastrophe écologique mondiale en question est à venir pour août 2022. Suite à l'enlèvement de Beta, donc le petit de Blue, par des gars du Texas a priori, Owen passe un pacte de sang avec Blue et lui promet de lui ramener son enfant. Oh, l'humanisation des raptors. Non, j'ai vraiment du mal, hein. Désolé, mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Les trois anciens de Jurassic Park sortent d'un bâtiment de Biosyn et Malcolm, toujours dans le personnage omniscient, ajoute que l'horloge de l'apocalypse est en marche. Août 2022. Retour sur l'île de la République de Malte avec deux dinosaures sortant de conteneurs. Du conteneur rouge pour le Carnotaure et le conteneur bleu pour l'Allosaure. Ouais, les conteneurs sont aux couleurs des dinosaures, lolilol. Et Owen est présent lorsque les deux animaux sortent. Alors, il se situe dans une espèce de lieu avec des gus autour d'un feu, sans doute des gars similaires à ceux qui ont enlevé Beta, des mercenaires, braconniers travaillant pour le compte de quelqu'un ou sans doute Biosyn. Owen les a peut-être libérés pour faire diversion ou semer le chaos parmi les méchants. Ces deux dinosaures resteront ensemble comme des frères, ce qui est étrange comme attitude en soi, et se retrouveront sur la place Saint-Georges à La Valette, capitale de la République de Malte, où l'Allosaure d'ailleurs mangera un gars random en trottinette, scène visible uniquement dans la version originale du second trailer. Et ça se comprend puisque cette mort est parfaitement gratuite, à l'image de la mort de Zara Young dans le premier film Jurassic World. Hyper sadique cette scène, et elle méritait clairement pas ça. La suite, on retrouve Omar Sy, Barry, au milieu d'une pièce similaire à la précédente, pointant ses armes sur ce qui sort de 4 caisses, les Atrociraptors. Une des scènes suivantes nous montre un incendie de forêt gigantesque avec des dinosaures près d'un point d'eau. On pourrait croire que c'est la catastrophe qu'il y a eu il y a 66 millions d'années, mais justement, les poteaux lumineux nous rappellent que c'est dans le présent. Et ça nous montre vraiment le côté catastrophique qu'ont les dinosaures dans notre présent et l'ambiance fin du monde du film. Grant aperçoit dans le complexe Beta. Owen dit qu'il a promis à sa mère de lui ramener. Et Malcolm s'en moque. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui. Ce qui est logique de s'en moquer. Non, parce que c'est un des rares problèmes que j'ai avec le retour des anciens, c'est qu'ils sont en total déphasage avec l'univers Jurassic World. Surtout en ce qui concerne les raptors, en fait. Pour eux, les raptors sont les grands méchants de l'histoire. 2 sur 3 ont été confrontés 2 fois à ces animaux qui ont failli les bouffer. Robert Muldoon avait même dit à Alan Grant qu'ils sont mortellement dangereux à l'âge de 8 mois. Imaginez ce que Alan pense en voyant Beta. Et Malcolm s'en moque parce que pour les anciens, les dinosaures sont des animaux non humanisés avec un comportement animal, naturel. Dans Jurassic World, on a des gentils raptors et ça ne colle pas du tout avec leur ressenti sur les animaux. Peut-être que les personnages changeront d'avis en voyant le Blue et Beta. Ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter cette fatalité maintenant. Ça, c'est bien dommage. On y revoit le petit droméosaure aux plumes rouges du premier trailer. Il s'agit de Pyroraptor Olympius, un dinosaure théropode carnivore français, décrit par Ronan Alain et Philippe Taquet en 2000, provenant de la Provence, du mont Olympe, datant de la fin du Campanien, début maastrichtien, donc fin Crétacé. Ce Pyroraptor a des plumes rouges vifs, faisant référence directe au contexte de sa découverte, puisque ses restes ont été retrouvés après un incendie de forêt. Et c'est super d'avoir du patrimoine français à l'écran, et nous pouvons dire merci au paléontologue consultant principal sur le film, Steve Brussatet. Steve Brussatet qui a été interviewé par quelques membres de la Paléosphère, dont je vous mets le lien de la vidéo en description, et qui aime beaucoup d'ailleurs ce dinosaure, d'où la présence de Pyroraptor dans Jurassic World 3. Donc on peut s'estimer heureux. Pardon ? Non mais, un dinosaure qui nage, bon pourquoi pas, mais dans de l'eau glacée, mais c'est n'importe quoi. Mais si, c'est possible. Pyroraptor signifie littéralement voleur de feu. Il a le feu en lui, donc il peut nager dans une eau glacée, il n'y a pas de problème. Pardon ? Bon, on a également tout un ensemble de scènes avec le Giganotosaure tentant de manger à tout prix les héros. Bon, on comprend que c'est le grand méchant du côté des dinosaures, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est un peu inutile. Attendons de voir le film pour voir les scènes dans l'ordre. En tout cas, c'est la fin du deuxième trailer. Qu'est-ce que j'ai pensé des trailers ? Pour le premier, en bref, il est super hypant. Il joue sur beaucoup de choses pour donner envie d'aller voir le film, ce qui est le principe du bande-annonce en fait. Tout d'abord, la musique est encore une fois splendide, elle fonctionne très bien pour le film et pour l'action, et honnêtement, très belle musique. Deuxième chose, la nostalgie, c'est une suite de films, donc les références aux 2 premiers films Jurassic World sont là, mais également aux 3 Jurassic Park. Par référence, il y a des petits easter eggs cachés ici et là, le retour du Dilophosaure qu'on n'avait pas vu depuis le premier Jurassic Park,
Et surtout et aussi le retour du trio original de Jurassic Park, Ellie Sattler, Ian Malcolm et Alan Grant. La nostalgie, elle a du bon, c'est vendeur et forcément qu'il faut jouer un maximum dessus pour vendre un film, dans une bande-annonce en tout cas. C'est comme pour les séries et films Star Wars, la note nostalgique est très présente. De toute façon, rien que le nom de la franchise est à lui seul nostalgique. Puis, petite expérience, je vous mets ça. Y a pas de musique, hein, c'est dans votre tête ça. Donc est-ce mauvais de faire une bande-annonce avec de la nostalgie? Clairement non, c'est normal, c'est vendeur. Et le principe de Jurassic Park, c'est de vendre en plus, donc... Puis la nostalgie est présente dès le premier Jurassic World. Souvenez-vous, il y avait tellement de références au premier Jurassic Park, ça en devenait gerbant dans le film. On peut pas leur en vouloir de continuer à jouer sur la note nostalgique. J'espère juste qu'il y aura pas autant de nostalgie que dans le premier film, parce que c'était vraiment trop, en fait. Troisième chose hypante, c'est la fin de la saga Jurassic. Colin Trevorrow l'a dit dans plusieurs interviews, et le texte en gros dans le trailer indique clairement la fin de l'ère Jurassic. C'est même beaucoup plus clair en VO, je pense qu'en VF on a quand même perdu un petit peu le double sens. Mais est-ce la fin de l'univers? La réponse est non, puisque Dominion, le monde d'après, indique que cette saga finira et qu'il y a un monde après cette saga. Donc la saga Jurassic finira, mais pas l'univers qui tourne autour de ça. Donc là, ce sera sans doute la dernière fois qu'on aura des références aux films précédents pour pouvoir passer à autre chose dans les suites, d'où l'abondance d'ailleurs de nouveaux dinosaures et autres bestioles dans le trailer, pour justement introduire ce nouvel univers. Quatrième chose, l'action est au rendez-vous, les notions de survie, tout ça, je pense que ça va être un bon divertissement, mais est-ce que ça va être un divertissement pur, où on va se retrouver devant un truc un peu blockbuster et c'est tout? Non, parce que justement, il y a des grandes problématiques autour de l'écologie, de l'environnement, les catastrophes écologiques et tout. Donc franchement, il y a plein de thèmes qui sont abordés qui vont nous faire un petit peu réfléchir, et c'est ce que j'attends d'un film, justement. Ce qui rendra le film encore plus intéressant, je pense. Cinquième chose, le traitement de l'image. Mais ça, j'en avais déjà parlé lors du Focus 3 sur le prologue. Visuellement, ça va être une claque comparée aux autres Jurassic World. Même dans le deuxième trailer, le traitement de la lumière, les couleurs ont l'air d'être bien traités, donc ouais, ça va être une claque visuelle. Bon, je sais qu'avec la sortie du teaser d'Avatar 2 ou même de Prehistoric Planet, vous devez vous dire « LOL !» Mais il faut comparer ce qui est comparable, le budget, le réal et le but également du film en question. Cameron, c'est pas Joel Clodo, on parle d'un gars qui est quand même descendu jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, c'est quand même pas rien. Hein. Le budget n'est pas le même que pour Jurassic World. Et Prehistoric Planet va jouer beaucoup sur le visuel parce que c'est moins divertissant, on va dire, c'est plus quand même scientifique, donc il faut jouer et rattraper un petit peu le côté visuel. Dans un film comme Jurassic World, il faut jouer sur tous les pôles en même temps et c'est un peu compliqué. Sixième chose, les nouveaux animaux qui, j'espère, seront justifiés judicieusement, parce que ceux qui s'échappent du manoir Lockwood à la fin de Jurassic World Fallen Kingdom ne sont pas suffisants pour ce chaos total, ce chaos mondial. Donc je pense que les sociétés concurrentes de InGen ont fait leur affaire de leur côté, et c'est parti en sucette aussi. Mais à voir comment ce sera justifié. Pour Bayozin, qui apparemment est vraiment bien présent et au cœur de l'histoire du troisième opus de Jurassic World, souvenez-vous ce que disait Nedry à Dodson dans le premier Jurassic Park. 18 minutes et votre firme gagne plus de 10 ans de recherche. Depuis ce pacte avec Nedry qui n'a jamais abouti, Bayozin a dû prendre ces fameuses 10 années pour faire ces animaux-là. Là, 2022, on est à près de 30 ans après l'incident de Jurassic Park. C'est quand même pas rien. Ils ont eu largement le temps de les faire. Et bonne nouvelle, il n'y a pas d'hybride à l'Indoraptor ou l'Indominus Rex. Non, si jamais il y a un hybride dans l'histoire, je quitte la salle de cinéma. Je vous dis, hein, je me lève et je vais m'en aller. On a aussi beaucoup d'animatroniques utilisés pour le film, à la différence des deux premiers Jurassic World où ils étaient très peu présents, à mon grand regret. Donc on a beaucoup d'interrogations, des justifications sont attendues, rendant donc l'attente du film plus hypante. Puis est arrivé le deuxième trailer. Pour le deuxième trailer, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. La hype est en partie retombée avec la scène du Pyroraptor dans l'eau glacée. Ouais, on peut dire que ça m'a refroidi. D'un point de vue cinématographique, encore une fois, j'attends beaucoup de Jurassic World 3 et je pense qu'il sera excellent rien que sur le visuel, l'action et le son. Sera-t-il bon scénaristiquement? J'en sais rien, le film n'est pas sorti. Les trailers sont là pour vendre le film, donner envie d'y aller, exposer des grandes lignes et problématiques. Donc on a beaucoup d'informations, sans justification, mélangées, donnant un scénario très peu cohérent. Enfin si, on peut trouver une cohérence, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et c'est normal, tout sera justifié, je l'espère, lorsqu'on ira voir le film. Et j'espère encore une fois qu'il sera excellent. Du moins, meilleur que les deux premiers Jurassic World. En même temps, c'est pas dur, hein. Et scientifiquement, écoutez, je n'ai pas grand chose à rajouter à ce que j'ai déjà dit. Les Atrocératops ne devraient pas ressembler à ça, mais les Vélociraptors de Jurassic Park non plus. Je pense qu'on peut pardonner, il y a une excuse scénaristique derrière.
Je ne suis pas convaincu par les dinosaures sous la neige, mais bon, à voir ce que ça donnera dans le contexte du film. Le Pyroraptor sous la glace, non. Pour moi, c'est un gros non. Sans oublier la présence de tous les animaux, comment ils ont été ramenés. Apparemment, on n'a pas que des dinosaures et des ptérosaures, on aurait d'autres bestioles de d'autres périodes géologiques. Le fait qu'il y en ait beaucoup en plus pourrait être risqué, mais ça pourrait laisser envisager justement les possibilités de cet univers après la saga. Dans l'ensemble, je pense que Jurassic World 3 sera excellent, au mieux meilleur que les 2 premiers Jurassic World. Et encore une fois, pour me faire un avis, j'irai voir le film. Et pareil pour vous. As-tu une piste de scénario quand même ? Comme je l'ai dit, le but d'un trailer, c'est de donner envie d'aller voir le film. Il n'y a pas de scénario clairement défini. Mais il y a peut-être moyen de relier tout ça. Laissez-moi vous faire part d'une possibilité scénaristique, autrement dit, une théorie de scénario possible. Alors peut-être que je me plante complètement, mais après tout, pourquoi pas ? Récapitulons ce que nous avons. Premièrement, les comportements des animaux qui ne collent pas. Beaucoup de dangers sont montrés dans les trailers, et parmi eux, certains arrivent sans qu'on comprenne trop pourquoi, via des comportements des animaux qui ne sont clairement pas naturels. Le tyranosaure qui attaque Claire, alors que le tyranosaure est herbivore. Pourquoi du coup ? Peut-être qu'il est territorial. Ah, je vous entends, y a pas de souci, mais alors, les Nasutoceratops qui attaquent plusieurs voitures, peut-être qu'ils sont territoriaux aussi. Je vous entends, y a pas de souci, mais alors, le Quetzalcoatlus attaquant l'avion des héros, peut-être qu'il est territorial et qu'il ne supporte pas un concurrent plus grand que lui voler dans les cieux. Je vous entends, bien qu'un peu tiré par les cheveux, y a pas de souci, mais alors, se poser sur l'avion pour détruire spécifiquement les moteurs, ça ne vous paraît vraiment pas louche comme comportement ? Et encore plus louche, une fois que les héros ont évacué l'avion, Claire se fait attaquer par une nuée de ptérosaures qui passaient par là, comme par hasard. La probabilité pour que ça arrive dans un court laps de temps est quand même très faible. Mais à ces comportements, ajoutons encore le Pyroraptor attaquant les héros et voulant absolument les tuer à tout prix au point de nager comme un cormoran. Bon, ok, je suis prêt à accepter ça en tant que pirouette scénaristique ou liberté scientifique. Mais dans de l'eau glacée, juste pour tuer 2 humains, il est prêt à risquer une sévère hypothermie en moins de 5 minutes ? Là, c'est du grand n'importe quoi. Comme s'il était conditionné pour les tuer coûte que coûte. Le Giganotosaure s'acharne clairement sur les héros, il cherche vraiment à les tuer coûte que coûte aussi. Comme l'Indominus qui s'acharnait sur les humains, le Giganotosaure semble avoir la même attitude. Son but apparemment est de tuer les héros plutôt que de profiter de sa liberté et de fuir le danger évident d'incendie autour de lui. Je dis ça, je dis rien. Hein. Les Atrociraptors n'attaquent pas directement Barry et ses collègues. Non mais sérieusement, alors qu'on sait qu'ils vont courir après Claire et Owen dans tout Malte après. Je sais pas, dès qu'ils sont sortis de leur cage, ils auraient dû attaquer Barry et ses copains. Deuxièmement, le passage à Malte. Nos héros sont à Malte pour une raison inconnue, sans doute pour enquêter sur les types qui ont enlevé Beta. Je ne rappelle que ce sont que des trailers, donc on n'a pas toutes les réponses. À Malte, ils se retrouveront face à un Carnotaure, un Allosaure et 4 Atrociraptors. Ça fait beaucoup au même endroit sur une petite île, hein. Mais on voit qu'ils ont été amenés ici par une tierce personne, avec des caisses en métal, car je doute que le Carnotaure et l'Allosaure aient été capturés sur l'île de Malte à cause d'un parc quelconque. Les Atrociraptors, eux, par contre, sont clairement là afin de tuer les héros. Et les prédateurs ne s'attaquent même pas entre eux. Non, c'est louche comme comportement. Souvenez-vous, dans Jurassic World Fallen Kingdom, Rexy bully un Carnotaure malgré le volcan en éruption. Même avec du danger, les carnivores apparemment ont l'air de se mettre dessus. Avec la scène où l'Allosaure d'ailleurs mange un gars random en trottinette, ça montre qu'apparemment que l'Allosaure et les Carnotaures sont plus naturels que les Atrociraptors en tout cas. Ils ont l'air moins conditionnés. Troisièmement, les nuées d'insectes. Et c'est certainement ces passages qui me font le plus douter sur la crédibilité du scénario. Mais genre, à quel moment tu ramènes à la vie des insectes disparus ? C'est quoi l'utilité ? Ces insectes représentent apparemment un réel danger de ce qu'on voit dans la scène avec Ellie et les 2 gamins, et on les revoit étrangement en feu au complexe de Biosyn, comme si les héros avaient fait en sorte que justement ces insectes finissent par mourir. C'est une étrange coïncidence. Et si Biosyn capturait les spécimens échappés de Jurassic World Fallen Kingdom pour les enfermer dans leur centre ? Pourquoi pas, mais comment le confirmer ? Le kidnapping de Beta, le bébé de Blue, elle se fait enlever par des inconnus et Owen la retrouve par hasard dans le complexe de Biosyn. Donc on a plus ou moins la confirmation que Biosyn concentre les animaux chez eux. Et depuis la tentative d'espionnage industriel avec Nedry, ils ont eu le temps de développer leurs propres animaux éteints, d'où l'abondance de nouveaux dinosaures et autres créatures préhistoriques. Et ils ne pouvaient pas faire ceux déjà existants car les dinosaures de Jurassic Park World sont brevetés. Ils appartiennent à InGen, donc ils ont développé leurs propres animaux. Ok, mais à quelle fin alors ? Le contrôle. Tous les films de la saga Jurassic tournent autour du contrôle. Contrôler ces animaux, c'est contrôler le monde. Le contrôle des animaux d'ailleurs expliquerait notamment le comportement illogique et non naturel des animaux, le lâcher des dinosaures à Malte, les nuées d'insectes dans les scènes de grandes campagnes, etc.
les animaux qui s'acharnent sur les héros, etc., etc. Et si Biosyn avait réussi à contrôler ces animaux pour en faire des armes biologiques? Mais ce serait du n'importe quoi. Vraiment, la vraie problématique du premier film Jurassic World, c'est de faire des dinosaures des armes biologiques. C'est littéralement son fil conducteur. La création de l'Indominus Rex et de l'Indoraptor n'a aucun autre but que d'être des armes vivantes. Et le programme de dressage des raptors était aussi dans le but d'en faire des soldats obéissants et des armes mortelles. Ce qui pourrait aller dans ce sens, c'est également une phrase prononcée par Henry Wu dans le deuxième trailer. Nous avons commis une grave erreur. Bon, là je me pose la question quand même, parle-t-il d'avoir fabriqué une clone humaine, Maisie, à qui il s'adresse à ce moment-là, ou parle-t-il du fait d'avoir transformé les dinosaures et autres en armes biologiques? Avoir le contrôle est une intrigue de tous les films de la saga Jurassic, sauf que le contrôle leur échappe à chaque fois. Biosyn crée des armes biologiques pour avoir le contrôle, mais finit par les perdre et engendrer un chaos total. Comme le dit Malcolm dans le premier trailer, Non seulement on ne domine pas la nature, mais on y est soumis. et quelle meilleure conclusion à la saga Jurassic que de dire qu'on ne contrôlera jamais la nature. Alors, petite anecdote au passage, au moment où j'ai écrit cette partie de mon script, je n'étais pas au courant de ce qui va suivre. Apparemment, dans Camp Cretaceous, des puces de contrôle des dinosaures et autres existent dans la saison 4, soumettant l'animal à une totale obéissance. Je ne le savais pas, pour la simple et bonne raison que je ne regarde pas cette série. Je n'en parlerai donc jamais en détail sur ma chaîne, et je refuse d'admettre que c'est canon. Même si je sais que c'est le cas malgré tout, mais j'arrive pas. Il y a un blocage là-haut qui fait que non, j'arrive pas à admettre que c'est canon. Et j'espère sincèrement que c'est une histoire de puces de contrôle, parce que à mes yeux, c'est la seule cohérence qu'on peut trouver à l'attitude des animaux. S'il n'y a pas de puces, bah je comprendrais pas. On aurait énormément régressé sur les films à dinosaures. Avant Jurassic Park, on avait des films essentiellement avec des dinosaures bêtes et méchants, même du côté des herbivores qui étaient vus comme dangereux et sanguinaires, donc ce serait vraiment dommage d'être retombé dans cette ambiance. Qu'en est-il de ta théorie sur la mort de Rexy? Eh bien pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse, il faut voir le film pour en être sûr. Mais souvenez-vous, j'ai dit qu'elle mourrait probablement avec quelque chose lié au feu, à cause de la pellicule du film qu'on voit brûler. Eh bien dans la scène du Gigano, la forêt est en feu. On nous a teasé une image d'un Empire de Rexy face au Giganotosaure justement. C'est d'ailleurs la miniature du deuxième trailer. Et d'ailleurs la scène est totalement absente du trailer en plus. Il est plus que probable que Rexy prenne sa revanche face au Giganotosaure par rapport à ce qui s'est passé avec son vrai elle dans le passé au Crétacé là. Et elle mourra sans doute suite à ses blessures, dans le combat ou liées au feu ou quoi que ce soit. Ce qui me maintient dans cette théorie, c'est le fait qu'on n'ait aucune nouvelle image de Rexy dans les deux trailers. Et je ne compte pas les spots promotionnels des JO de Pékin, c'est pas canon, hein. Les moments où on la revoit dans le premier trailer, c'est du recyclage du prologue, qui d'ailleurs montre Rexy devant cet écran avec la pellicule qui brûle. Le choix de recycler cette scène, ce passage et pas un autre, ce n'est pas anodin. Dernière chose, on nous confirme que c'est la fin de l'ère Jurassique, donc de la fin de la saga Jurassic. Ça passe vraiment mieux en VO, il n'y a pas à dire, hein. Faire mourir Rexy marquerait vraiment la fin de cette saga. Fin de la saga, oui, mais fin de l'univers, non, ça continuera avec de nouvelles intrigues, de nouveaux animaux qu'on nous introduit justement dans ce dernier opus. Donc pour moi, pour l'instant, ce trailer maintient le mystère autour du destin de Rexy. Et je trouve que ça sent vraiment pas bon pour elle. Une dernière chose qui me chagrine un petit peu, me mettant le doute, j'espère juste qu'on n'a pas vu en fait la fin du film dans le premier trailer. Non, parce qu'un des fils rouges de l'histoire a l'air d'être de sauver Beta. Premièrement, elle se fait enlever dans un milieu forestier enneigé. Deuxièmement, Owen fait un pacte de sang avec Blue. Troisièmement, il récupère Beta dans le complexe Biosyn. Quatrièmement, il la rend à sa mère dans une forêt plus chaude. Si cette scène c'est vraiment la fin, je sais pas si c'était judicieux de la mettre dans le premier trailer. Voilà, c'est la fin de cette analyse. Pour revenir sur Jurassic World 3 maintenant, on attendra le film lui-même. À moins qu'un truc énorme se dévoile d'ici là, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai plein de vidéos sur le feu et j'ai un peu autre chose à faire en ce moment. J'annonce aussi que je serai à la séance spéciale double dose au Cinéville des Ponts-de-Cé, dans le Maine-et-Loire. La séance débutera à 17h avec Jurassic World Fallen Kingdom, suivi d'un entracte de 45 minutes où nous pourrons échanger autour des fossiles, de la paléontologie et aussi des films. Ensuite suivra un petit quiz en salle et vers 20h30 Jurassic World Dominion. Pour réserver vos places, le lien est en description. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne séance de cinéma et que l'évolution soit avec vous.